l'investissement immobilier locatif, c'est fini. Avec la poursuite de la hausse des taux d'intérêt en 2025, l'alourdissement fiscal et les différentes réglementations énergétiques, est-ce que ça vaut le coup encore d'investir dans l'immobilier en 2025? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi beaucoup pensent que l'immobilier locatif est mort et pourquoi c'est complètement faux si on sait s'adapter aux nouvelles tendances. Et surtout, je vais te montrer comment certains investisseurs cartonnent en 2025 avec des stratégies ultra rentables, même dans ce contexte difficile. C'est parti. Premièrement, on va voir pourquoi beaucoup d'investisseurs pensent que l'immobilier locatif est mort. Depuis 2023, on entend partout que l'immobilier locatif est mort et c'est vrai que certains investisseurs souffrent. Et ça, c'est dû à quoi? Premièrement, la hausse des taux d'intérêt et l'accès au crédit qui est plus difficile. Avec des taux compris entre 3 et 4% aujourd'hui en 2025, la capacité d'emprunt, elle a nettement chuté. Ce qui fait que tu as énormément d'investisseurs qui restent bloqués. Cette hausse d'intérêt a forcément du coup un gros impact sur la capacité d'emprunt des gens qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont bloquées pour investir. Donc, tu as du coup un accès au crédit qui est nettement moins accessible. Mais est-ce que ça veut dire que l'investissement immobilier il est mort? Non, ça veut simplement dire qu'il faut s'adapter avec des stratégies très rentables et surtout peu coûteuses. Deuxième point qui fait qu'on pense que l'immobilier locatif est mort, c'est la pression fiscale qui est de plus en plus lourde en France. Depuis plusieurs années maintenant, les gouvernements successifs ont durci la fiscalité immobilière. On a une hausse de la taxe foncière par exemple, on a les restrictions sur le régime LMNP qui était un régime très avantageux jusqu'à présent, on y reviendra en fin de vidéo. Encadrement des loyers par exemple dans certaines zones. Mais encore une fois, est-ce que ça veut dire que c'est plus possible d'investir en immobilier? Non, ça nécessite par contre d'avoir de plus en plus de connaissances et d'être de plus en plus professionnel. Ça veut dire que la maîtrise de sa fiscalité et des bons régimes fiscaux auxquels on va être confronté dans tout notre parcours d'investisseur, il est super important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, en fait, le marché il se modernise et il se sophistique. Ça veut dire que si demain tu comptais juste acheter un appartement et le mettre en location, là tu peux te retrouver avec quelque chose qui ne sera pas rentable. Par contre, si tu as une vraie maîtrise de la fiscalité et que tu sais vraiment dans quel but tu achètes ce bien, est-ce que c'est un bien que tu veux revendre d'ici 1, 2 ans, 3 ans? Est-ce que c'est un bien que tu veux revendre dans 5 ans? Est-ce que c'est un bien que tu veux revendre dans 25 ans? Est-ce que c'est un bien que tu veux conserver? Ou bien, encore une fois, est-ce que c'est un bien que tu vas vouloir léguer par exemple à des enfants? Donc ça, c'est des questions très importantes à se poser quand tu vas démarrer ton projet. Et avec une vraie bonne maîtrise de la fiscalité, tu auras toujours des solutions. Ça ne sera pas toujours aussi simple que ça a pu être à une époque, mais c'est pourquoi c'est très important d'avoir une vraie maîtrise aujourd'hui encore plus de la fiscalité. Troisième contrainte qui fait qu'on pense que l'immobilier locatif est mort, c'est l'explosion des restrictions énergétiques et notamment toutes les lois qu'on peut avoir sur le DPE. Depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G sont interdits à la location, tandis que les logements classés F seront interdits, eux, en 2028. Et après, tu as d'autres restrictions pour les prochaines classes énergétiques, C, D, etc. C'est que des calendriers, hein, voilà. Ça ne veut pas dire que ça va être ça qui va être tenu parce qu'on a eu différentes choses qui ont bougé dans le passé, mais en tous les cas aujourd'hui c'est ce qui est proposé. Tu as également le coût des matériaux qui ont explosé, notamment les matériaux énergétiques, hein. Je suis très bien placé pour t'en parler parce que quand j'ai rénové ma résidence principale, donc c'était en 2023, c'est à ce moment-là où il y a eu la guerre en Ukraine et il y a eu une explosion des prix des matériaux et qui forcément a été maintenue dans le futur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, rénover un appartement ou une maison, ça va te coûter plus cher qu'il y a 5 ans. Ce qui fait que dans cette période-là, si tu as des personnes qui avaient très mal acheté, tu as des personnes qui aujourd'hui en revendant ont de la perte sur leur logement. Mais encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus acheter d'immobilier en 2025? Non, ça veut bien dire par contre qu'il faut acheter dans les bonnes zones, les bons biens, les bons appartements, les bonnes maisons, au bon prix d'achat. Et ça a toujours été le cas. En fait, c'est une vraie stratégie. La bonne affaire, elle se fait à l'achat. Donc, il faudra toujours, dans tous les cas, acheter le bon bien au bon endroit. Et là, il n'y aura pas de problème. Il faut savoir s'adapter finalement à ton marché. Et ça va créer des opportunités, on y reviendra juste après. Maintenant, dans cette deuxième partie, on va voir pourquoi l'immobilier locatif est encore rentable en 2025. Premièrement, tu as des opportunités en or sur le marché. Face à ces nouvelles contraintes, il y a énormément de personnes qui cherchent à vendre leur logement. De nombreux investisseurs se mettent à vendre leurs biens à cause de ces nouvelles contraintes. Du coup, quel impact ça a sur le marché immobilier? Tu vas te retrouver avec des biens qui sont sous-évalués parce que tu as des vendeurs qui cherchent à vendre très vite, ou bien alors tu vas avoir des grosses négociations possibles sur la plupart des biens parce que tu as des vendeurs qui vont être en plein doute car ils sont dans un marché qu'ils ne maîtrisent plus, donc ils n'ont qu'une crainte, c'est de ne plus vendre leurs biens. Donc ils vont céder leur logement à des prix qu'ils n'auraient jamais cédé il y a de ça 6 mois, 1 an, voire même 2 ans. Je te donne l'exemple de Virginie qui est membre de la MPI Family, donc chez Mon Plan Immo, qui a fait une négociation de plus de 20 000 € sur l'acquisition de son appartement. Même elle n'aurait jamais pensé pouvoir effectuer une négociation aussi élevée sur son bien. Ah, quand même, 10 000 € en moins, c'est quand même beaucoup parce que je me mettais à la place des vendeurs en fait. J'osais pas trop. Puis Damien, Julien, Alexandra me disent mais si, vas-y, de toute façon, si tu fais pas l'offre, c'est quelqu'un d'autre qui la fera à ta place. Donc effectivement, après, je me suis dit bon, j'ai quoi à perdre? J'ai rien à perdre. Donc le lendemain, me voilà à faire une offre avec 20 000 de moins. L'agent IMO, il me répondait, il disait ah bah je suis pas sûr que ça va passer, je vais voir. Bon, je dis bah c'est pas gagné. 5 minutes après, il me rappelle l'agent IMO, puis je dis à Julien, je dis ah merde, putain, l'agent IMO, il me rappelle. J'ai oh là là, putain, ça a marché, ils acceptent moins 20 000. Ah ouais, là, ça a vraiment fait bien péter une croyance limitante. Effectivement.
effectivement, faut pas hésiter à tenter le coup, quoi. Deuxièmement, tu as des villes où la demande locative explose et les réglementations sur la location courte durée sont inexistantes. Dans les grandes métropoles, on est toujours d'accord pour dire que la demande locative, elle est énorme. Par contre, il y a de plus en plus de réglementations, notamment sur la location courte durée. On l'a vu notamment avec le projet de loi anti-Airbnb, où des villes comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, toutes les grandes métropoles sont dans le viseur car elles ne veulent plus de ce type de logement. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça prive du logement aux personnes qui sont dans le besoin de se louer, notamment sur de la longue durée. Mais on ne parle pas dans tout ça des petites et moyennes villes. Tu sais, toutes ces villes de moins de 200 000 habitants qui ne sont pas soumises à toutes ces réglementations et notamment tout ce qui est changement d'usage, etc., etc. Avec mon plan IMO, nous, c'est notre terrain de jeu. On va investir dans des villes de moins de 200 000 habitants où tu as une demande locative qui reste élevée, que ce soit en location longue durée ou bien en location courte durée. Et en fait, c'est là où on va tirer notre épingle du jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va aller sur des prix d'acquisition qui sont nettement plus faibles que dans les grandes villes. On va avoir ce fameux dérèglement de marché. Tu vas acheter peu cher, mais par contre, tu vas louer très cher. Et c'est là où ça devient intéressant. Et en fait, en couplant différentes stratégies, c'est là qu'on arrive à avoir un remède un petit peu magique. Et le gros avantage dans la plupart de ces petites et moyennes villes, c'est que tu n'as pas de réglementation sur tout ce qui est location type Airbnb. Je vais même aller plus loin. Tu as même certaines villes, certaines communautés de communes et certaines agglomérations qui vont même venir te financer si tu crées un hébergement touristique dans leur commune ou bien même si tu crées des hébergements atypiques et insolites. Mais on va y venir juste après. Notamment, on a nos participants Alexandre et Amandine qui ont acheté un appartement à Blois pour 62 000 € qui aujourd'hui leur apporte plus de 1 200 € de cash flow net par mois. On a tourné une vidéo avec Anthony sur la chaîne YouTube ici avec Alexandre notamment qui nous fait la présentation de son bien. Troisième point maintenant qui fait que l'investissement immobilier locatif est toujours rentable en 2025, c'est les logements atypiques, créer de véritables expériences. On arrive vraiment dans le point qui, je pense, me plaît le plus de cette vidéo. C'est clair que tous ceux qui investissent comme en 2015, ils vont droit dans un mur. En 2025, il faut sortir des sentiers battus, il faut aller avec des biens qui sont plus chers et plus souvent. Et pour ça, je t'invite à te rendre sur Airbnb. Si par exemple, tu fais de la location courte durée, ou même pas, si tu es vraiment un voyageur, tu vas sur Airbnb, regarde, mais n'importe quelle ville que tu veux, n'importe quelle ville, n'importe quel village. Tu vas te retrouver avec des biens qui se ressemblent tous, des biens qui ont toute la même décoration. Allez, tu vas avoir un bien qui peut-être va avoir un mur bleu et l'autre qui va avoir un mur vert. Mais dans l'ensemble, on a des biens qui quand même se ressemblent tous. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur ce marché-là? Tu arrives et tu fais un logement comme tout le monde. Tu vas te retrouver avec une concurrence qui est énorme parce qu'il y a de plus en plus de locations courte durée dans différentes villes, villages, même en France. Donc ton bien, il va être noyé dans la masse. Ton seul élément de distinction, ça va être quoi? Ton prix. Donc en fait, tu vas venir réduire tes prix pour avoir plus de réservations, mais tu vas perdre en rentabilité. Voilà. Donc là, tu te retrouves dans quelque chose qui n'est plus rentable. Par contre, si tu empruntes ce chemin parallèle, ce chemin dont je vais te parler aujourd'hui dans cette vidéo, à savoir les logements atypiques, des biens qui vont créer une véritable expérience chez ton voyageur, qui vont te permettre de te distinguer par rapport à toutes les différentes annonces, là, tu vas louer plus cher et plus souvent. Pourquoi déjà tu vas louer plus souvent? Parce que ton bien, quand tu y vas apparaître dans la location de Airbnb, dans les différentes annonces, ton bien il va se différencier parce que c'est le seul bien qui va être différent des autres. Donc les gens vont vouloir cliquer parce qu'en fait l'œil forcément va être attiré par quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Deuxièmement, pourquoi tu vas louer plus cher? Parce qu'à l'aide des éléments distinctifs tels qu'une baignoire balnéothérapie, un jacuzzi, un spa, un écran de cinéma géant, un flipper, bref, différents éléments que les personnes ne retrouveront jamais dans un logement classique ou bien même chez eux, va faire que ce petit élément va être le déclencheur pour que les personnes viennent dans ton logement. Et en fait, ils vont se dire, ok, je préfère payer 20 à 30% plus cher ce logement-là plutôt qu'un logement classique qui est comme tous les autres. Ils sont vraiment à la recherche finalement. Tu vas venir leur créer ce besoin d'expérience. Et tu vas même avoir les clients, et là on est vraiment sur du tourisme local, des personnes qui vont venir vraiment réserver ton logement comme un hobby. Comme s'ils allaient au cinéma, comme s'ils allaient au restaurant. Et ben non, là on va se faire plaisir, on va passer une nuit dans un hébergement atypique. C'est ce qui fait qu'avec ces logements atypiques, tu loues 30% plus cher et 30% plus souvent que la moyenne. Ce qui fait que tu vas exploser tes rentabilités en 2025. Et ça, c'est une méthodologie que j'applique personnellement avec mon frère Anthony depuis 2020. Et on a accompagné plus de 1357 personnes à investir dans cette stratégie. Maintenant, pour ce troisième point, on va creuser un petit peu plus en détail ces fameux logements atypiques et je vais te montrer des cas concrets de nos réalisations avec Anthony avec des exemples concrets et chiffrés et également de nos participants. Premier exemple de logement atypique, une cinéma room. Donc là, je suis très content de t'en parler parce que c'est un exemple personnel qu'on a réalisé en début 2024 avec Anthony dans un immeuble qu'Anthony possédait déjà. Coût total de l'opération, 50 000 €. On va dire que le bien qu'il avait déjà Anthony a une valorisation de 20 000 € aujourd'hui. C'est un 25 mètres carrés situé à Saint-Étienne. Ce logement aujourd'hui nous rapporte plus de 1 100 € de cash flow net par mois en location courte durée atypique. Pour t'expliquer un petit peu le contexte de ce logement, très important quand on parle de cinéma
room. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un petit vidéoprojecteur que tu vas acheter sur Amazon avec une petite toile tendue. Non, là on parle vraiment d'un cinéma privatif qui va apporter une véritable expérience à tes voyageurs. C'est un vrai spécialiste du cinéma qui nous a réalisé ce logement. Par exemple, c'est une personne qui réalise les cinémas privatifs chez les stars, etc. Même chez les personnes qui souhaitent un cinéma privé. Pour donner un exemple, le tissu qu'on retrouve à l'intérieur du logement, c'est le même tissu qui équipe les cinémas Gaumont. Donc là, on parle vraiment d'un vrai cinéma privatif avec tout le système son, tout le système audiovisuel qu'on va retrouver dans un cinéma. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de générer de tels chiffres avec cette Cinema Room et d'apporter une véritable expérience à nos voyageurs. Et d'ailleurs, on a tourné une vidéo YouTube à ce sujet sur cette fameuse Cinema Room, tu la retrouveras juste ici. Deuxième exemple maintenant de logement atypique, à savoir une tiny house. Une tiny house qui a été réalisée notamment par Élise et Arnaud, membres de notre accompagnement chez Mon Plan. Élise et Arnaud, ils ont placé cette tiny house dans un terrain à bâtir qu'ils ont acheté. Donc coût total de l'opération 150 000 €. Aujourd'hui, ça leur apporte plus de 1 200 € de cash flow net par mois. Donc ils ont acheté un terrain à bâtir, ils ont acheté un module, donc une fameuse tiny house chez un constructeur français qu'ils ont pu personnaliser, voilà, avec différents éléments. Notamment, ils ont mis une petite terrasse à l'avant, ils ont une belle vue sur un champ avec des vaches, etc. Donc le but vraiment de ce logement insolite et atypique, c'est vraiment d'avoir un cadre exceptionnel et verdoyant. Et ce qui est bien avec ce type d'hébergement, c'est qu'en fait, au niveau des travaux, à part acheter ton module et venir le poser sur ton terrain, ça va pas te demander de grosse énergie. Alors la grosse énergie, elle va se faire sur la demande de permis de construire, etc. Donc toute la partie urbanisme. Et ce qui est génial aussi avec ce type d'hébergement, et notamment on a fait une vidéo YouTube avec Arnaud qui nous présentait son logement, tu la retrouveras juste ici, c'est que c'est modulable et tu vas pouvoir rajouter des choses. Par exemple, aujourd'hui, cette tiny house, elle n'est équipée seulement d'un lit, du confort, on va dire d'un habitat classique. Par contre, si Arnaud, par exemple, et Élise veulent augmenter leur prix la nuit, ils vont pouvoir rajouter par exemple un spa, un jacuzzi, un bain nordique, un sauna, etc. Ce qui vont permettre de valoriser leurs biens. Et ça, c'est génial parce que en rajoutant des petits modules, tu vas pouvoir gonfler ta rentabilité et louer encore plus cher. Et c'est des types de biens qui sont très recherchés, difficiles à mettre en place, mais qui rapportent gros. Troisième investissement maintenant qu'on a eu le plaisir de réaliser encore une fois avec Anthony, une houseboat. Donc une houseboat, c'est un bien qui est insolite, donc on n'est pas sur un bien immobilier, c'est un bien que tu vas mettre sur un port, sur un lac, qui va être finalement sur l'eau. Donc c'est une petite habitation, une petite pénichette, hein, si on peut appeler. Coût total de cette opération, 160 000 €. Donc là, je t'inclus vraiment la houseboat, hein, vraiment tous les différents éléments, les frais de livraison, parce que c'est quelque chose qu'on a fait venir de Pologne. Ça nous est revenu à 160 000 €, ça nous rapporte aujourd'hui 6 500 € de revenus bruts mensuel. C'est un excellent retour sur investissement et c'est un bien qui est vraiment unique. On a une vue qui est panoramique et en fait vraiment le fait d'apporter un bien comme ça, tu as une clientèle qui est énorme. Tu peux avoir les touristes de passage, tu as la clientèle locale qui consomme énormément et dans les périodes estivales, au lieu d'aller dans un camping ou dans un logement classique, les voyageurs vont s'emparer directement de ton logement. C'est ce qu'on a eu notamment sur ce mois d'août où on a été full à 100% sur ce logement. On a tourné également une vidéo pour présenter ce qu'est une houseboat sur la chaîne YouTube. Donc tu pourras la retrouver ici. Dans cette vidéo, tu vois, je te montre vraiment différents biens. C'est différents biens qu'on a pu te présenter également déjà sur la chaîne. Donc ça te permet de voir un petit peu l'ensemble des différents biens qui peuvent être possibles. Quatrième investissement que tu vas pouvoir encore une fois réaliser dans des villes secondaires. Tous les exemples, je te les ai donnés, c'est dans des villes de moins de 200 000 habitants. C'est l'exemple de Marius avec sa Black Room. Marius, il a investi dans une ville de moins de 200 000 habitants, donc une ville moyenne, hein, qui est la ville du Havre. Il a acheté un appartement qu'il a transformé en Love Room. Cette Love Room, elle lui rapporte aujourd'hui plus de 1 800 € de cash flow net par mois. Donc elle est baptisée la Black Room. Donc l'idée vraiment, ça a été d'immerger tous ces voyageurs dans une véritable atmosphère. Tout est noir, tout est noir, tout est pensé pour le confort. On a une baignoire balnéothérapie double. On a un écran géant avec un vidéoprojecteur. Vraiment une ambiance qui permet vraiment de plonger les voyageurs vraiment dans une expérience exceptionnelle. On est aussi inspiré des livres 50 nuances degrés, donc ce qui donne vraiment ce côté très romantique. C'est des biens et des logements qui cartonnent énormément. Pareil, Marius, on a tourné une vidéo YouTube à ce sujet avec lui. Et notamment, quand je te partageais tous ces exemples, la plupart, notamment, ont été réalisés par des architectes professionnels et notamment pour Marius. Donc, ça a été réalisé par Marie, notre architecte d'intérieur qui est spécialisée dans les logements atypiques, qui permet vraiment d'apporter ce côté unique à ces différents logements atypiques. C'est ce qui permet vraiment de plonger les voyageurs dans une atmosphère particulière. Et c'est ce qui permet surtout de louer plus et de louer beaucoup plus cher. Marius, je te donne un exemple. J'essaierai de te retrouver la capture. C'est plus de 400 € pour la nuit de la Saint-Valentin qui a été louée sur son appartement. Maintenant, on va voir le quatrième point, c'est quels sont les différents régimes fiscaux qui sont à notre disposition aujourd'hui en 2025. En 2025, la fiscalité elle est beaucoup plus complexe, donc c'est important surtout d'avoir les grands sujets et les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Premièrement, il faut dissocier deux choses. L'investissement en nom propre, donc en personne physique, toi personnellement, et l'investissement en société que tu vas pouvoir faire à l'aide d'une structure commerciale, à l'aide d'une, par exemple, une SCI, une société civile immobilière, ou alors à l'aide de structures commerciales telles qu'une SARL ou une SAS,
donc une société à responsabilité limitée, ou alors une société à action simplifiée. On va prendre le cas de l'investissement en nom propre. Je vais essayer de te le synthétiser rapidement, hein. Ce n'est pas le but de cette vidéo, mais c'est vraiment que tu aies les grandes lignes. Donc tu vas avoir différentes possibilités. Soit tu vas créer un logement et que tu vas l'exploiter en logement nu, donc c'est-à-dire que tu vas louer sans meubles. Donc là, ça veut dire que tu vas rentrer dans un certain régime fiscal qui va être la location nue. Ou alors, tu vas exploiter ton logement en location meublée. Et donc là, tu vas rentrer dans un autre régime fiscal, à savoir le LMNP, le loueur meublé non professionnel. Dans ces différents cas de figure, tu vas avoir la possibilité soit déclarer au réel tes revenus, soit alors d'avoir et de profiter d'un abattement. Donc les abattements et les dispositifs au réel sont différents si tu loues en nu ou si tu loues en meublé. Voilà. Dans la majorité des cas, je vais te conseiller, surtout si tu fais du meublé, d'aller sur le LMNP et de déclarer au réel. C'est ce qui va permettre d'avoir un régime intéressant. C'était un régime qui était historiquement l'un des meilleurs, voire le meilleur dans le passé. Il a été revu aujourd'hui dans le projet de loi de finances, mais ça reste toujours un régime fiscal très avantageux. Ensuite, tu vas avoir la possibilité de créer ce qu'on appelle une SCI, une société civile immobilière, donc qui a pour but d'acheter et de louer un logement. Donc, dans la SCI, tu vas avoir deux possibilités. Soit tu vas faire une SCI, ce qu'on appelle à l'IR, donc c'est-à-dire à l'impôt sur le revenu. Donc, dans ce cas-là, tu vas être dans le même régime que l'imposition si tu faisais un logement nu. Donc, très important, si tu fais une SCI à l'IR, tu n'as aucune possibilité de louer un logement en meublé. Très important, tu n'auras que la possibilité de louer en nu. Donc si tu veux faire de l'exploitation meublée, je te conseille d'aller sur de l'SCI à l'IS, où là tu vas être soumis à l'impôt sur les sociétés. Tu fasses de la location nue ou meublée, tu auras la possibilité en SCI à l'IS d'exploiter tes logements. Donc la SCI à l'IS, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés classique, hein, voilà, donc avec les différents avantages et inconvénients. Le principal avantage d'une SCI, c'est que pour les frais de transmission, c'est beaucoup plus intéressant. Si tu veux capitaliser dans le temps et avoir du patrimonial, ça va être aussi plus intéressant. Si tu veux te sortir des revenus maintenant avec une SCI, c'est très simple. Tu vas être soumis déjà à l'impôt sur les sociétés en fin d'année, sur ton bénéfice. Donc ça va fluctuer en fonction de ton bénéfice, au niveau des pourcentages qui vont être appliqués. Et si tu veux te sortir des dividendes, tu vas avoir ce qu'on appelle la flat tax à 30%, qui est en train d'être revue aujourd'hui avec le projet de loi de finances. On va plus s'approcher a priori des 33%, mais pas entre 30 et 33% sur tes bénéfices globaux au niveau de ta SCI. Donc ça, c'est si tu es à la SCI à l'IS. Et comme je te le disais avec la SCI à l'IR, c'est le même type de fiscalité que des biens que tu vas exploiter en nu si tu étais en nom propre. Maintenant, on va parler d'un troisième point qui est souvent un petit peu négligé, qui n'est pas toujours aussi connu. C'est ce qu'on appelle la société d'exploitation. La société d'exploitation, c'est quoi? C'est une structure commerciale qui va venir exploiter seulement des biens. Elle va avoir aucun but de détention, ce qui n'est pas le cas d'une SCI où tu vas acheter et exploiter. La société d'exploitation, elle peut être intéressante dans différents cas, et notamment si tu possèdes différents biens. Je te donne mon exemple personnel avec Anthony. On avait différents biens qu'on exploitait en location courte durée. Un bien qui était détenu en personne physique, un bien qui était détenu via une SCI et un bien qui était détenu également par une société commerciale. Et donc du coup, on se retrouvait avec trois biens détenus par trois structures différentes. Maintenant, quand tu as envie d'en faire un vrai business de cette location courte durée et que tu as envie par exemple de mettre ce qu'on appelle des frais marketing, si tu as envie de créer un site internet et de mutualiser finalement tout ça, c'est compliqué de le faire quand tu as trois structures, voire quatre pour nous, différentes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer ce qu'on appelle une société d'exploitation qui va venir en contrepartie d'un loyer versé aux différentes structures, pouvoir exploiter ces logements et pouvoir les louer plus cher. Donc cette structure d'exploitation, elle va quoi? Elle va louer finalement ces différents biens aux différentes structures. Elle va après les sous-louer en location courte durée. Voilà. Donc elle va encaisser les revenus liés à la location courte durée et surtout, elle va aussi avoir toutes les charges dans cette structure. Donc les frais de ton site internet, les frais Airbnb, si tu as des consommables à racheter, etc., etc. Et ça va te permettre vraiment de mutualiser. Et si tu veux, ça va vraiment te permettre de pouvoir valoriser ta société. Et en fait, tu vas détacher ta partie immobilière et ta partie entrepreneuriale. Et donc ça peut être bien dans certains cas. Alors par contre, c'est des montages qui sont très spécifiques, donc je te conseille fortement de faire appel à un avocat, d'un fiscaliste ou d'un comptable pour mettre en place ce type de structures qui sont très personnelles et en fonction des différentes situations, ça peut être adapté ou non. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'a plu. On a pu voir ensemble que l'immobilier locatif n'était pas mort en 2025. Maintenant, dis-moi en commentaire quelle stratégie pour toi est la plus adaptée en 2025. N'hésite pas à mettre un petit like à cette vidéo si elle t'a plu. Et moi, je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo YouTube.